Ok, bonjour tout le monde. 10 heures ici à Dakar au Sénégal. Je reconnais Patrick et Joel. Hi Joel, how are you doing? Et comme le disait Patrick, je suis super content d'animer cette session et la Power Platform. Je travaille sur SharePoint depuis vraiment très longtemps, depuis la version 2003. Et c'est toujours un plaisir de voir comment est-ce que cette plateforme est toujours là et prend en compte les nouveautés. Euh, Bon, c'est vrai que là, nous sommes en remote. L'objectif, ce serait à la prochaine SharePoint Conference à Microsoft 365, qu'on se voit physiquement, qu'on soit tous ensemble à Las Vegas éventuellement, pour toujours parler des technologies qui nous passionnent. Donc, merci aux sponsors qui ont aidé à mettre en place cette organisation. Et merci aussi aux organisateurs. Bon, ce serait difficile de tous les citer. Participez aussi au jeu. Vous avez le temps de copier ici le lien pour participer au jeu et éventuellement gagner un des 3 Oculus Quest qui sont en jeu. Si vous n'avez pas le temps de noter le lien, on pourra revenir dessus à la fin de la session. Et aussi, profitez de cette session pour faire des dons. C'est très important dans ce scénario de Covid de participer. Ok, je me présente. Donc, je suis Mohamed Amar Hatch de Dakar au Sénégal. Euh, je travaille sur SharePoint depuis la version 2003. Au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai accumulé des expériences dans le domaine des telcos. Et je peux dire que partout où j'ai travaillé, j'ai essayé d'introduire des technologies Microsoft, que ce soit pour la business intelligence, pour la collaboration, ainsi de suite. J'ai aussi été architecte IBM sur les solutions software, ce qui m'a permis vraiment d'avoir une vision globale sur l'ensemble des autres plateformes. Depuis 2017, j'ai fondé et je suis directeur de Netexio. Donc, Netexio est maintenant Microsoft Gold Partner. Et nous mettons vraiment le focus sur les solutions cloud. Donc, dans cette optique, on accompagne les clients vers leur performance sur Microsoft 365, SharePoint, Power Platform et Azure. Et comme je l'avais fait avec Patrick, comme je l'avais fait avec Joel, Paul Swider et Sébastien Paulet, etc., contactez-moi si jamais vous passez en Afrique de l'Ouest. Même si vous n'aviez pas prévu, on peut l'organiser pour que vous veniez. Et ce sera toujours l'occasion de faire un meet-up. La communauté ici est très active, que ce soit dans le domaine du développement, dans le domaine du Power BI. Il y a une communauté Power BI très active. Donc, notez mon email et écrivez-moi si jamais vous passez dans la zone. Ce sera un plaisir de vous recevoir. De quoi va-t-on parler dans cette session? SharePoint existe depuis assez longtemps, comme je l'ai dit. Il a évolué vers du SharePoint Online. Et je suis vraiment content de voir que toutes les fonctionnalités de ECM, c'est-à-dire Enterprise Content Management, que certains, bon, si on devait parler en français, on appellerait ça de la gestion de contenu d'entreprise, mais certains vont utiliser le raccourci de GED, gestion électronique de documents, mais ce qui pourrait être assez réducteur. Donc cette plateforme est là et nous allons voir comment est-ce qu'elle interagit avec tous ces nouveaux services qui s'ajoutent. Flow, Power Apps, Power BI, bon, Power Apps qui s'appelle maintenant Power Automate. Et avec leur quatrième larron Power Virtual Agent, ils forment la Power Platform. Mais avant de parler de cette nouvelle Power Platform, on va d'abord faire un petit rollback sur SharePoint. Dans mon expérience passée, j'ai eu à configurer des portails intranet, de la gestion documentaire pour beaucoup d'entreprises de différentes tailles, de grande taille au Sénégal, de petites startups. Bref, c'est un besoin qui peut être ressenti par toutes les entreprises. Okay? Et qu'est-ce qu'on a au sommet? On a notre portail intranet avec une subdivision selon les différentes organisations métiers. Donc le commercial, les RH, le légal, l'IT
Et c'est ce qui vraiment me plaît beaucoup dans les projets SharePoint, c'est que la partie technique constitue juste une infime partie du projet. Ce qui est intéressant, et parfois c'est un défi en tant que IT, c'est surtout avec les métiers qu'il faut bien saisir leurs besoins et bien les satisfaire. Sinon, et on l'a peut-être tous rencontré, c'est d'avoir un taux d'adoption très faible. Okay. Il faut vraiment il faut vraiment encourager l'utilisation, les bénéfices métiers de cette solution. Pourquoi est-ce que je crée toutes ces subdivisions? Ça peut être pour plusieurs raisons, pour la communication, pour le partage d'informations. Mais dans notre cas spécifique, pour cette session, on va se concentrer sur la partie gestion documentaire. Et donc, sur ces sites-là, on va créer des librairies de documents, ce qu'on appelle les librairies de documents. Pour l'équipe commerciale, ça va être des devis, des fiches produits, des offres commerciales, des offres techniques, etc. Pour les RH, ça pourrait être des règlements intérieurs, des bases de CV, des dossiers de personnel, etc. Et Franck en a parlé tout à l'heure dans sa session, en faisant toujours attention à la confidentialité des informations. Et là, on peut tout de suite vous rassurer, vraiment la gestion de la sécurité peut être faite de manière très granulaire. On pourrait s'arrêter juste là, avoir nos banales bibliothèques de documents, stocker là-bas nos documents en mode en vrac. Mais avec SharePoint, je peux enrichir ces documents-là avec des métadonnées. C'est-à-dire, ce que je vois ici, ma facture, c'est certains documents, ça peut être un simple document PDF ou Word, mais je peux l'enrichir avec des métadonnées. Donc, au-dessus de ce simple document, je peux ajouter des propriétés, des métadonnées comme le client pour cette facture, ou bien le fournisseur si c'est une facture d'achat, le montant de la facture et la date. Et toutes ces informations-là vont rester liées avec le SharePoint. Ces propriétés-là ne sont pas natives au SharePoint, c'est à l'issue de l'analyse métier qui aurait été faite avec les métiers sur comment est-ce qu'ils organisent leurs documents, quelles propriétés ils veulent y retrouver. C'est à l'issue de ces discussions-là que je vais définir quelles sont les propriétés que je souhaite ajouter au niveau de mes types de données, de mes types de contenus aussi. Quand on parle de documents, on parle de cycle de vie documentaire. Bon, je l'ai résumé ici en 4 grandes parties: l'acquisition, la diffusion, le stockage et même l'archive. Et SharePoint a les fonctionnalités pour gérer le cycle de documents, on va dire de la naissance à l'archivage, même jusqu'à la suppression. Donc si on commence par l'acquisition, de plus en plus vous avez des scanners qui ont cette fonctionnalité native de scan to SharePoint. On avait l'habitude depuis longtemps des scanners qui envoyaient le résultat de votre scan par email. De plus en plus, on peut l'envoyer directement vers un espace sur SharePoint. Je peux aussi organiser la réception des fichiers par email pour toujours ajouter beaucoup plus d'automatisation dans mon travail. Une fois que ces documents sont dans mon espace SharePoint, je peux me charger de la diffusion, toujours en ayant en vue cet aspect sécurité, permission, qui a accès de lire un document, qui a les permissions pour modifier, supprimer, etc. Donc ça, c'est permanent dans notre système de pensée sur SharePoint. Au-dessus de ces documents, je peux aussi créer des workflows documentaires. Tout document n'est pas forcément valide, n'est pas dans la bonne forme, n'a pas le bon contenu. Et je peux donc mettre en place des workflows documentaires pour approuver un document, le marquer comme final, comme acceptable, par exemple pour un commercial, avant de l'envoyer vers le client. La partie stockage, gérée avec les bibliothèques de documents SharePoint. Je peux créer au niveau de SharePoint des espaces vraiment spécifiques à la gestion de documents, au stockage de documents. Ce sont des sites de type centre de documents. Et hier, Joel a animé une session sur le projet Cortex, qui est un enrichissement extraordinaire par rapport à ces documents existants pour les analyser, ressortir en utilisant les technologies AI beaucoup plus de métadonnées, beaucoup plus d'informations. Et toujours le but, c'est comment est-ce que je peux accélérer l'extraction d'informations dans mes documents, comment est-ce que je peux accélérer la recherche
lorsque je fouille dans un amas de documents pour une information bien spécifique. J'ai aussi toute la partie politique de gestion de l'information, et ça peut être des scénarios de type, ce document-là, qui a la possibilité de l'enregistrer, de le télécharger, de l'imprimer, ou combien de temps est-ce qu'il peut rester dans mon système. Un élément qui va être verrouillé, qui ne peut plus être modifié et qui peut être déplacé vers un centre d'archives, un record center, où je peux définir des politiques de rétention. Donc, comme vous le voyez, avec ma plateforme SharePoint, que ce soit on-premise ou bien online, j'ai la possibilité de gérer tout le cycle de vie documentaire au niveau de mon environnement. D'accord. Je ne vais pas vous assommer de slides, on va tout de suite passer à la partie démonstration. OK. Donc, pour les besoins de ces scénarios, j'ai monté un site que j'ai appelé Netexio Services Group. Donc, c'est juste un site d'exemple, ce ne sont pas des données réelles, mais j'ai monté un portail intranet au niveau de l'équipe pour faciliter la collaboration, partager l'information pour les différentes entités métiers. Et dans notre cas, j'ai le lien pour l'équipe des projets, l'équipe commerciale, l'administration interne et les processus. Je vais me concentrer sur la partie administration interne, mais bon, juste en passant, je peux vous montrer que sur ce portail, ce n'est pas le focus de cette session, je peux partager des informations comme des événements, des actualités, des liens rapides vers des applications, des documents, et même des documents qui doivent être accessibles à l'ensemble de l'organisation. Okay. Allons sur ma partie administration. J'ai accès à cet espace, mais dans mon environnement de production réelle, je vais faire en sorte que uniquement les intervenants au niveau de l'administration ont les permissions pour se connecter à cet espace. Sur mon espace comptable, j'ai discuté avec mon équipe comptable et ils m'ont proposé de faire cette organisation-là pour garder mes documents comptables. Donc j'ai l'année pour bien garder la partie chronologique. On a ensuite une subdivision par mois, de janvier à décembre. Une fois que je suis dans un mois, j'ai mes différents dossiers pour mes différentes thématiques, avec les éléments les documents liés aux banques, aux caisses, les factures d'achat, les factures de vente, des informations liées au salaire. Et donc, vous imaginez bien que sur cet espace vont converger plusieurs types de documents. Ça peut être des documents que les utilisateurs vont eux-mêmes télécharger ici. Ça peut être des documents qui vont être reliés, qui vont être dirigés ici par des workflows. Ça peut être le résultat de scan, et le scanner sera configuré pour directement envoyer ici le résultat de son scan. Et donc, on met en place de manière rigoureuse, de manière organisée, de manière sécurisée, un espace de collaboration SharePoint sécurisé, et on maîtrise bien qui a accès ou qui n'y a pas accès. J'ai ici un exemple de document que je peux rapidement ouvrir pour visionner dans mon navigateur. Tout à l'heure, je vous parlais d'exemples de documents pour pouvoir les ajouter. Donc, c'est très simple. Je montre ces fonctionnalités-là. Elles font partie de l'héritage des fonctionnalités qui existent dans SharePoint depuis longtemps, mais c'est juste pour vous montrer au niveau utilisateur à quel point ça peut être facile de rapidement ajouter des documents sur votre espace SharePoint. Une fois que j'ai ces documents-là, toujours dans mes fonctionnalités de gestion documentaire, je peux ouvrir le document directement dans mon navigateur, apporter des modifications et tout simplement fermer. L'enregistrement se fait automatiquement. Vous voyez enregistrement en cours, enregistré. Et voilà, j'ai apporté des modifications à ce document-là. Et ce que je voulais montrer ici parmi les fonctionnalités, c'était cette fonctionnalité d'historique des versions. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant pour ma gestion documentaire, c'est que je peux avoir différentes versions. Bon, là, c'est très proche. Même si c'était dans la même minute, SharePoint a conservé
les deux versions du document. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était les métadonnées. Je reviens à ma slide tout à l'heure. Sur cet espace, des types de contenus, ce qu'on appelle des types de contenus au niveau de SharePoint, et qui servent à ajouter des propriétés additionnelles à mes documents. Donc je reviens à mon site. Je vais d'abord aller au niveau des paramètres de ma bibliothèque de documents. Par défaut, ce n'est pas activé. Et au niveau des paramètres avancés, j'ai autorisé cette option, c'est excusez-moi. J'ai autorisé cette option, c'est la gestion des types de contenu. Par défaut, ce n'est pas activé. Donc, disons que banalement, par défaut, on va juste gérer des documents simples. Donc, cette fonctionnalité, une fois activée, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet de définir ici des types de contenu additionnels. Initialement, j'avais juste des documents, mais j'ai pu ajouter d'autres types de contenus nommés facture achat, facture de vente, pièces de caisse, relevé bancaire. Et je peux en créer autant selon les besoins métiers suite à ce qui a été exprimé par ces utilisateurs-là. Quand je prends le cas de la facture d'achat, le type de contenu facture d'achat, voici les colonnes que je lui ai ajoutées. Donc le titre par défaut, il y a le montant, ça ce n'était pas natif au document, et j'ai ajouté ce type de contenu montant qui est un type nombre. Le fournisseur, c'est une ligne de texte. La date de la facture, c'est de type date et heure. Est-ce que c'est payé ou non? C'est de type oui ou non. C'est un booléen. Et vous allez voir tout à l'heure un exemple avec contenu OCR, plusieurs lignes de texte, ce sera le résultat d'un scan. Une fois que ces types de contenus sont créés, ils utilisent des colonnes au niveau de mon site. Ce sont des colonnes que j'ajoute, donc des propriétés. Comment est-ce que je les utilise? Comment est-ce que j'enrichis un document existant? Donc je viens ici à mon espace de janvier, pardon, de 2020. Je suis sur mon mois de mai. J'ai ici des factures, non, c'était les factures de vente. Voilà. Donc je sélectionne ce document-là, c'est une facture d'achat. Et dans mon panneau d'information, je vais l'élargir, je peux faire une petite prévisualisation du document. Et je peux définir ici le type de contenu de ce document. Facture achat, facture de vente, pièce de caisse, relevé bancaire. Donc c'est une facture d'achat. J'ai le nom du fichier, j'ai son titre. J'ai le montant que je peux spécifier ici. J'ai le fournisseur ou mot informatique chez qui j'ai acheté cet équipement-là. J'ai la date de la facture. Et j'ai l'information, est-ce que c'est payé, oui ou non. Donc ces informations sont enregistrées. Et je peux faire de même pour différents autres fichiers. Donc vous voyez qu'ici, je suis en train de le faire manuellement, fichier par fichier. Mais vous devinez tout de suite que c'est tout un potentiel et ça a été montré lors d'autres sessions. Je peux complémenter ma solution de gestion documentaire avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle pour faire de la lecture automatique de documents, une fois que j'ai entraîné le système, ou de la OCR, Optical Character Recognition, pour détecter du texte dans des fichiers images ou bien dans des documents qui ne sont pas au format texte natif. On va y arriver tout de suite sur cet exemple-là. Un autre exemple d'élément, je vais revenir à ma page d'accueil. Okay. Je suis un commercial. Ici, dans notre espace commercial, on a créé des dossiers pour chaque client avec lequel on travaille. Donc, comme je le disais, le fait d'avoir cette organisation, ça ne dispense pas d'avoir un CRM. On peut d'ailleurs faire des intégrations. Mais dans notre équipe commerciale, on a, pour rester organisé, un dossier au niveau de chaque client. Et je prends le client Africa Consult.
Bon, pour ne pas l'afficher dans toute la page, je vais cliquer sur Afficher tout. Pour afficher l'ensemble de nos dossiers clients. Bien sûr, ce sont ici des scénarios fictifs. Je ne vous montre pas notre environnement de production. Et on a une offre Office 365 qu'on veut leur faire parvenir. OK? Et voilà l'offre que, en tant que commercial, j'ai fini d'écrire. J'enregistre. Je n'ai même pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre tout seul. OK. Et en tant que commercial, je dois le faire valider par mon directeur ou par mon responsable commercial avant que ça ne soit soumis au client. Et à ce stade, j'ai une facilité d'avoir... je ne vais pas l'envoyer par email en pièce jointe ou le lien, etc. Mais on a développé un flow. Voilà, on commence à voir l'intégration avec Flow. Et dans mon menu automatisé, j'ai ici ma demande de démo NGS, Request Approval for this document. Donc, demander l'approbation pour ce document-là. Donc, j'ai mon panneau qui s'ouvre. C'est un exemple d'intégration du SharePoint avec le Power Automate. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toujours, je dis toujours Flow au lieu de Power Automate. OK, merci de valider mon offre avant envoi au client final. Bon, je peux garder une certaine souplesse sur qui va valider l'offre, mais j'aurais pu aussi, tout à fait, je vous montre le email total. Voilà, je déplace un peu ça et je clique ici sur exécuter le flux. Voilà. Donc là, le flux de validation de ce document est en train de s'exécuter. Ce que je gagne en fonctionnalité, c'est que bon, j'aurais voulu vous montrer ça dans le Teams. Donc là, sur ma version, comment dire, puisque je suis en train de faire le partage, je suis connecté sur un autre tenant. Je vais changer de tenant, aller sur le tenant de Netexio. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma conversation? J'ai Flow qui m'a envoyé une carte. Voilà. Jusque-là, pas de email qui a été envoyé. J'ai Flow qui m'a envoyé une carte avec une demande de notification. Démo NSG, demandé par Mohamed Hadj avec un lien vers le document. Je peux donc cliquer sur ce lien-là, voir le document, OK, tout me semble bon, c'est bon, l'offre est correcte, et je clique sur Approve. Au final, et je soumets. Voilà. L'avantage de ça est que je reçois mes notifications directement au niveau de Power Automate. Et là, vous voyez, je l'ai fait directement dans ma partie, comment dire, version web. J'étais même pas dans l'application Windows. Et j'ai ici tout un aperçu de Power Automate, de Flow que j'ai déjà validé. Donc, je peux fermer et revenir à mon document. La personne qui a demandé la validation va recevoir une notification comme quoi cet élément-là a été validé. Okay. Je peux aussi personnaliser ce flow qui a été créé. On va le montrer tout à l'heure. Donc, si vous avez quelques questions concernant... Okay. Si vous avez quelques questions concernant les éléments, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour poser des questions, même si je ne peux pas répondre tout de suite en direct. Tapez vos questions et on va faire un récap à la fin de la session. N'est-ce pas, Patrick? Donc là, c'était un exemple où on a utilisé SharePoint, on a utilisé Flow, et quelle est la vue d'ensemble, le big picture? J'étais dans mon environnement Office 365, qui peut être aussi couplé à du Dynamics. Et ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est que tout est intégré. À partir de mon environnement Office 365, je peux faire appel à des flows, à des Power Apps, à du Power BI, et utiliser des connecteurs, des
jeux de données, Common Data Services, et en tant que développeur même, développer des extensions. Okay. Je vais d'abord faire un petit récap de ce que Power Apps peut nous permettre, Flow aussi, avant de vous faire une démo globale de l'utilisation de toutes ces différentes plateformes pour le reste de la. Dans Power Apps, c'est Cloud d'abord, c'est multiplateforme, les applications Power Apps que je peux développer, je peux y accéder via mon navigateur web, via mon mobile, Android, iOS, etc. Et je peux, comme nous sommes dans un contexte d'entreprise, l'administrer de manière centrale. Donc j'ai un studio très facilement accessible à partir de mon navigateur ou bien à partir d'une application. Donc j'ai un studio qui me permet rapidement de développer mes formulaires. On va vous montrer un exemple tout à l'heure. Et si vous avez été à l'aise sur Excel, vous pourrez rapidement passer à Power Apps. Bon, parfois, le entre guillemets discours marketing va vous faire penser que c'est histoire de 2-3 clics. C'est vrai pour des scénarios très simples, mais quand même, il y a une certaine courbe d'apprentissage à partir du moment où vous vous engagez dans des scénarios assez complexes. Et vous avez certainement vu des sessions hier sur, par exemple, des formulaires dynamiques ou d'autres sur ce marathon. L'application que je vais développer, son avantage, c'est que je développe une application dans Power Apps et je peux la déployer via l'application mobile Power Apps vers mes utilisateurs. Donc, c'est autant de temps gagné pour déployer une application mobile qui peut être utilisée par les gens dans mon entreprise. Flow est un autre élément dans ce groupe-là. Il va me servir pour les notifications, on a vu tout à l'heure. Multiplateforme, parce que j'ai aussi mon application mobile Flow, pour faire de la collecte de données et aussi de l'approbation. Donc Power Automate, excusez-moi, je passe mon temps à dire Microsoft Flow alors que ça devrait être Microsoft Power Automate. Et je sais que je ne suis pas le seul qui a gardé cette habitude. Le but, c'est l'automatisation. Comment est-ce que je peux programmer de manière automatique des enchaînements de tâches? Un email est reçu. Je dois le faire valider par mon manager, donc il faut aller chercher le manager. Ce manager reçoit une demande d'approbation de ce document. Il va donc approuver ou refuser. Et en fait, on programme de manière visuelle les différentes actions qu'effectue ce flow-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une vue centrale des différentes approbations que j'ai données en tant qu'approbateur. Et ça, c'est excellent parce que ça permet d'éviter de tout le temps fouiller dans les mails. Quand est-ce qu'on a approuvé ce document-là? C'était quel document? C'était quelle version? Flow permet de conserver tout cet historique-là. Allons-y sur la poursuite de la démo sur Flow. Donc, j'ai ouvert ici mon environnement Flow. Donc, c'est tout simplement flow.microsoft.com. OK. Si je fais un petit tour avant de vous montrer les éléments que j'ai approuvés, ici, en tant qu'utilisateur, même sans être développeur de ces flows-là, vous voyez qu'ici, j'ai un historique de différents flows que j'ai reçus. Et là, vous voyez des demandes d'approbation envoyées par des collègues. Ici, c'est un collaborateur commercial qui envoie les éléments, les offres avant de les envoyer vers le client. Il y a aussi les approbations que moi-même j'ai envoyées. Et je peux retrouver ici l'historique de mes différents flux. Et donc, j'ai tout un historique de flux. Bon, il y en a, par exemple, ça, c'est une collègue qui a envoyé une demande d'absence que j'ai pu valider. Donc, juste pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en production. Avec ici même des détails, voilà. En faisant l'approbation, je peux ajouter des commentaires. Donc, quels sont les flows que moi j'ai développés? Ici, j'ai mes flows personnels. Vous reconnaissez ici le nom du démo NSG, Request Approval for this document. Mais avant d'y arriver, ce qui est intéressant dans Flow, c'est que je peux faire du développement d'équipe. Je ne suis pas le seul à développer des flows. Je peux l'initier
partager ça avec un collègue, lui donner accès et le laisser continuer le travail de développement ou de configuration ou de suivi de ce flow-là. Donc, allons directement dans cette démo NSG. Je vois que j'ai ici l'historique des flows qui se sont exécutés, avec chaque fois est-ce que ça a réussi ou non. Et quand je clique sur modifier, c'est ici que entre en jeu l'aspect visuel des workflows. Voilà. Donc, vous voyez ce qui est intéressant, c'est graphique. Et à développer sur des solutions telles que SharePoint Designer ou autres, c'est un vrai gain en termes de fonctionnalité, de facilité de développement et même de suivi d'administration. Parce que c'est vraiment graphique. Quand un élément est sélectionné dans cette bibliothèque, reconnaissez ici les deux points, les deux champs que j'avais remplis lorsque je créais ce flow-là. Le fichier est sélectionné et j'obtiens, je recherche des informations sur mon profil pour avoir mon manager et je crée une demande d'approbation. Voilà. Approuver, rejeter. Et c'est en type premier à répondre dans le cas où il y a plusieurs personnes qui reçoivent la demande d'approbation. Voilà. Et c'est assez apparaître au niveau de PowerOps. Pour chaque approbateur, on va attendre son approbation et qu'est-ce qu'on va faire en cas d'approbation? Si on va étudier les résultats de l'action approuve. Si oui, pour chaque élément, on va avoir une approbation et on va informer le demandeur de l'approbation de sa demande. Si c'est non, si ça a été refusé, vous voyez ici, on a le texte « Did not approve your request for » avec différentes variables que je peux moi-même personnaliser. OK? Voilà. J'essaie de voir sur le chat s'il y a des questions pour les préparer en avant. Donc ça, c'était l'élément flow. Mais là, j'ai un scénario où je souhaite, sur mon espace comptable, je vous donne le scénario. On est souvent dans un scénario où je vous donne un scénario tout simple qui arrive. On part déposer un chèque d'un client. Et la bonne pratique qu'on a essayé d'implémenter, qu'on a implémenté d'ailleurs, c'est que tout document avec lequel nous intervenons, nous en conservons une version électronique. Vous me direz, c'est simple si au bureau j'ai déjà un scanner, mais qu'est-ce qui se passe si, bon, je suis en déplacement, je suis allé chez le client récupérer un chèque, mais je veux en garder une version avant d'aller le déposer à la banque. Je n'ai pas forcément le temps, l'opportunité de le scanner. Je pourrais prendre une photo avec mon téléphone, ok, c'est une option. Je pourrais aussi utiliser l'application OneDrive pour la numériser, ça aussi c'est une option. Mais à chaque fois, il faudra pouvoir déterminer vers quelle destination est-ce que on va envoyer ce document-là. Donc ça peut être une tâche manuelle. Donc ce que j'ai décidé, c'est de mettre en place une application au niveau de PowerApps qui va me servir à scanner ce document-là et l'envoyer directement vers cet espace comptable. Donc autant de temps gagné en termes de choix de destination ou en termes de choix d'application. Et c'est là qu'intervient mon élément PowerApps. Donc PowerApps, c'est une solution de développement de formulaires qui peut interagir soit directement avec des données de ce type, SharePoint, Excel Online ou SQL Server. Et dans le cas de SharePoint, ça pourrait être directement avec des listes SharePoint. Donc j'ai plusieurs types d'applications. Je n'ai pas le temps ici d'entrer dans le détail par rapport aux différentes versions, aux différents types d'applications que je peux créer. Mais j'ai la possibilité. Et pourquoi je précise ce point, c'est parce qu'il faudra vraiment en tenir compte dans le cas de, comment dire, dans le cas de, pour le licensing. OK? Il faudra en tenir compte pour le licensing parce que ça peut avoir un certain impact au niveau du prix.
OK. Quelles sont les applications que j'ai à ma disposition? Voilà une liste d'applications qui ont déjà été développées dans mon organisation. Un utilisateur qui se connecte voit la liste de ces applications et c'est encore plus convivial au niveau du mobile pour pouvoir scanner, disposer de documents. Donc, je choisis mon application, scanner un document. Voilà. Donc là, j'ai une sorte d'émulateur. Je suis en train d'utiliser la caméra, donc je vais la désactiver. OK, j'espère que ça va s'activer. OK, voilà. Donc, comme j'ai désactivé ma webcam, maintenant j'ai libéré cette ressource au niveau de mon application. Et donc, je suis sur le terrain, je suis allé récupérer un document administratif que je dois déposer. Mais avant de le déposer, j'ai mon application PowerApps que je peux utiliser pour garder une copie électronique, un scan de ce document, même si ça sera peut-être assez grossier, mais au moins on aura une trace électronique. Donc c'est très simple et ce qui apparaît ici, c'est exactement ce que l'utilisateur verra sur son application mobile. Donc il va juste cliquer sur la caméra pour enregistrer ce document-là, mais nous avons ajouté une fonctionnalité qui permet d'analyser cette image pour en faire ressortir le texte. Parce que souvent, les documents qu'on retire, ce n'est pas des images, il y a du texte dessus, ça peut être des bordereaux, des contrats, etc. Et je vais prendre un exemple avec un document que j'ai ici. J'aurais pu utiliser mon application, mon mobile, mais comme je ne peux pas le faire ici, je vais le scanner avec la caméra. Donc, l'image est enregistrée. Quand je clique sur enregistrer, mon application va faire appel à un service d'intelligence artificielle qui va analyser le document. OK. Je vais vous montrer tout à l'heure à quel service Azure il a fait appel. Donc, cet élément a été enregistré. J'ai ici du texte qui a été détecté au niveau de l'image. Donc, c'était du texte qui était ici sur cette image-là. Et où est-ce que ce document a été enregistré? Je peux retourner au niveau de mon espace comptable. Voilà. Donc, je retrouve ici le scan de mon image avec, rappelez-vous les métadonnées dont j'avais parlé, les informations additionnelles. Donc, ça, c'est un fichier image. Peut-être que la recherche ne pourra pas facilement. Je vais réactiver ma caméra. Voilà, je vais fermer l'application. Peut-être que la recherche ne pourra pas forcément analyser ce document-là, mais au moins j'ai extrait de ce document du contenu que je peux ajouter comme métadonnées au niveau de mon fichier. Et lorsque j'ouvre ce document-là, voilà, je retrouve un élément de document, de ce document-là que j'ai scanné. Bon, c'est très grossier, soyez indulgents, c'est juste une démo. Voilà. Et une fois que j'ai cet élément-là, je peux facilement aller le déplacer vers l'élément et vous voyez que c'est le potentiel vers tout un autre ensemble de règles de routage de documents que je peux mettre en place pour enregistrer ce document exactement là où je souhaite l'enregistrer. Cette application-là, comment est-ce que je l'ai développée? Je vais aller en mode modification parce que c'est moi je l'ai développé moi-même, donc j'ai la possibilité de le développer, de l'éditer. Donc, mon studio va s'ouvrir directement au niveau de mon navigateur. OK, un peu de temps pour le chargement. Voilà. Donc, c'est simple de chez simple. J'ai juste ajouté un formulaire unique ici. Donc là, j'ai mon éditeur PowerApps avec les différents éléments de mon arborescence. J'ai ici, sur la gauche, les sources de données utilisées par mon application. J'ai des médias. Vous reconnaissez ici les logos, les images que je suis en train d'utiliser dans mon application. J'ai ici un contrôle qui s'appelle le contrôle caméra. Et là, j'ai du texte et un bouton. Très, très, très simple. Et vous remarquez, pour chacun de ces contrôles que j'utilise, j'ai soit ici, sur la droite, des propriétés que je peux configurer pour la taille, etc. Et aussi, je peux gérer les événements.
Donc là, pour l'événement onSelect, pour agir, pour capter cet événement lorsque l'utilisateur clique sur la caméra, voilà, donc dans une collection de photos, je prends la photo prise par la caméra 1 et que j'enregistre. Donc ça, c'est la partie prise de la caméra. Ensuite, lorsque je clique sur le bouton enregistrer, j'ai ici un lien avec un flow que j'ai configuré. Et ce flow-là, il va se connecter à pardon, excusez-moi, je suis en train de modifier mon code involontairement. Voilà. Il va prendre la photo qui a été prise par la caméra, la fournir comme paramètre à un flow et qui va nous retourner le content, le contenu OCR détecté, c'est-à-dire le texte détecté au niveau de l'image. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de mon application PowerApps. Et une fois que ce texte a été détecté, dans cette zone, dans ce texte, je vais juste afficher la variable var texte détecté où j'ai recueilli les résultats du travail de l'analyse effectuée par le flow. Ce flow, quel est son détail? Allons au niveau de mes flux. Je retourne au niveau de mes flux. Et il est ici, OCR from PowerApps. Donc il y a une connexion qui a été établie entre l'application PowerApps et ce flow au niveau de Power Automate. Et quand je vais dans le détail, vous voyez ici dans l'historique des flows, tout à l'heure j'ai fait la démo, c'était il y a 4 minutes. Et je peux suivre une trace de ce flow avec toutes les étapes qui se sont exécutées avec succès. Et c'est là qu'on voit que j'ai pu détecter le contenu OCR de ce fichier. Allons dans la partie modification de ce flow. Et il est déclenché par une action au niveau de PowerApps. Bon, là, il y a une action un peu secondaire pour créer l'objet fichier, pour pouvoir le manipuler au niveau de PowerApps. Et là où c'est intéressant, c'est ici, au niveau de ces... Petite déconnexion. Donc ce flow-là va faire appel à un service Azure pour analyser le fichier passé comme paramètre et pour pouvoir recueillir le texte. Et ici, qu'est-ce que j'ai ajouté? C'est que sur le fichier, mettre à jour ce fichier, on va enregistrer le fichier au niveau de SharePoint, mais on va aussi l'enrichir avec ici le contenu OCR. Le contenu OCR qui a été détecté par le service sur Azure. Et voilà en fait ce que fait ce flow-là. Je remonte ici la vision arborescence des différentes étapes. Et depuis le temps que je parle de ce service Azure, je peux quand même le montrer. Ça utilise les services Azure Cognitive Services. Et sur mon portail Azure, je l'ai créé. J'utilise le tiers gratuit, donc c'est totalement possible de le faire avec les services gratuits au niveau de Azure. Et ce flow-là, bon, je peux le montrer ici parce que je vais pas l'utiliser après cette démo. Il utilise un point de terminaison et une clé. Une clé qui seront fournies au service PowerApps pour pouvoir se connecter au niveau pour pouvoir utiliser ce service, pour faire un appel d'API, fournir comme paramètre le contenu de l'image et recueillir comme résultat le texte qui a été détecté au niveau de cette image-là. Là, pour faire un petit récap avant de passer sur la partie Power BI, je sais qu'il me reste 5 minutes. On a le résultat qu'on a eu avec sur ce document-là, excusez-moi. Voilà. Donc, sur cet espace de documents, on a enrichi l'espace documentaire ici sur SharePoint avec la possibilité d'avoir un document et toujours cette fonctionnalité de pouvoir utiliser Power Automate pour créer des flux ou faire des demandes de validation. Avec PowerApps, on a une application qui permet de scanner un document, de reconnaître le texte avec une interaction avec Flow
et recueillir ce texte-là et d'une seule action enregistrer ce texte, enregistrer le fichier binaire en tant que tel, mais ajouter aussi comme métadonnées, visible ici, le contenu OCR qui a été détecté au niveau de ce texte-là. Un élément, toujours, on a parlé de Power Platform, qui contient, je reviens sur la vue d'ensemble, Flow pour l'automatisation des tâches, Power Apps pour les formulaires. Le dernier élément, le troisième des quatre frères Power Platform, c'est la partie Power BI. Et là, je vais vous montrer tout de suite un rapport Power BI qui a été développé. Voilà. Donc, ce rapport-là, il nous donne des statistiques par rapport à une bibliothèque de documents que j'ai actuellement en production sur notre espace SharePoint. D'accord? Donc, ce rapport Power BI se connecte à un espace SharePoint et nous fournit des statistiques sur le nombre de documents, sur le nombre de fichiers par type de contenu. Donc, j'ai ici 171 documents, 11 factures. Ce rapport-là, qu'est-ce qu'il me montre? Ça veut dire que parmi les documents qui sont reçus, beaucoup sont encore dans leur forme brute, c'est-à-dire que je n'ai pas renseigné encore leurs métadonnées. Je n'ai pas indiqué si ce sont des factures, des chèques, des pièces de caisse, des courriers. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a du travail à faire. Il me montre aussi une croissance par rapport au nombre d'éléments. Si je veux surtout m'intéresser maintenant par rapport au volume occupé, là, je vois que j'ai 33 mégaoctets de documents, que ce sont les documents qui occupent, le type de documents qui occupent la plus grande partie de la taille, avec 90,52%. Et là, j'ai une croissance du volume enregistré par rapport à cet espace de collaboration SharePoint. Donc ça, c'est une bibliothèque de documents spécifique à laquelle je me suis connecté avec Power BI et sur laquelle je peux ressortir des statistiques. Donc, juste pour faire une vue d'ensemble, donc j'étais sur mon Office 365 avec mon espace de collaboration. J'ai pu compléter cet espace document avec des métadonnées pour ne pas juste stocker des documents vides, des documents bruts, pardon. Et ça, c'est une excellente valeur ajoutée par rapport à votre serveur de fichiers habituel. Avec Flow, Power Apps, Power BI, j'ai pu compléter, enrichir cette gestion documentaire avec des fonctionnalités qui ont toujours un besoin métier. Donc voilà quelques informations au sujet de Power BI. Toujours au sujet de Power BI, je vous disais que la communauté Power BI au Sénégal est très active et je suis fondateur depuis 2018 du Dakar Power BI User Group et nous organisons notre prochain meet-up le 20 juin. Nous allons donc compter sur votre participation, que ce soit en tant que participant ou en tant que speaker. Je participe aussi au Power BI Saturday, qui est aussi une autre initiative Power BI très active ici au Sénégal. Et nous travaillons de concert pour vraiment animer la communauté Power BI au Sénégal et en Afrique francophone. Pour ceux qui veulent se renseigner sur la Power Platform, j'ai un seul lien. Ce sera très facile à retenir, powerplatform.microsoft.com. Et ça va vous servir de portail vers l'ensemble des ressources au niveau de cette Power Platform, que ce soit Power Apps, Power Automate, Power BI ou Power Virtual Agent, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez des questions, que ce soit au niveau du live ici directement, ou bien n'hésitez pas à me contacter sur cet email-là, mohamed@netexio.com. Cette présentation sera enregistrée et disponible sur la chaîne de l'événement. Vous pourrez aussi retrouver mes contacts avec la slide qui sera partagée. Merci Mohamed, c'était une super session. Il y a deux questions. La première, c'est j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez les dossiers plutôt que des affichages groupés ou des ensembles de documents. Votre URL est très longue. Quelle URL? Je ne sais pas. D'accord. Donc, effectivement, je peux montrer ici. Voilà, je prends juste un exemple très simple sur la partie espace comptable. Effectivement, dans cette session, on n'a pas présenté tout ce qui concerne la gestion documentaire.
On aurait pu faire de la navigation avec les métadonnées, c'est-à-dire ne pas créer des dossiers, mais configurer la navigation via les métadonnées. C'est une approche qui est souvent adoptée aussi pour les scénarios où on ne veut pas créer beaucoup de sous-dossiers, où on a toute la liste des documents de manière plate, disons, mais l'affichage, le filtrage, la navigation dans les documents se fait en utilisant les métadonnées. J'ai un peu perdu l'autre partie de la question, Patrick, si tu l'as encore en tête. C'est un... Attends, parce que je l'ai publié du coup. Ouais, c'est bon, je le vois ici. Voilà, je l'ai publié là. Les affichages groupés. Effectivement, donc là, les affichages aussi, j'aurais pu les configurer. C'est vrai que j'avais 50 minutes, mais là, j'aurais pu créer aussi d'autres affichages pour filtrer selon, ou grouper selon les métadonnées. Donc là aussi, c'est une autre option qui est tout à fait disponible à notre niveau. Alors, je vois c'est une question de Nathalie B, archiviste. Effectivement. Donc là, comme je le disais, les projets GED où j'ai été impliqué, ce n'est pas nous qui faisons le choix. Donc, nous discutons avec les métiers et on présente les différents scénarios. Est-ce qu'on va mettre des dossiers? Est-ce qu'on va mettre un affichage plat avec des affichages? Est-ce qu'on va utiliser la navigation par métadonnées? Et on montre les différents scénarios. Donc, on ne reste pas dans notre coin. On travaille avec les autres analystes métiers pour mettre en place la solution la plus adaptée. Il y avait une autre question. Ouais, oui. Est-ce que l'action OCR nécessite une licence premium? Oui, justement. Vous voyez ici sur mon environnement Power Apps, oui, l'écran est toujours partagé. Ouais. J'ai ici cette option qui était Power AI Builder. OK? Et vous voyez là, j'ai cette option reconnaissance de texte. Mais lorsque je veux l'utiliser, j'ai un pop-up. Bon, là, c'est parce que je l'avais déjà appliqué. J'ai un pop-up qui était apparu qui m'indiquait que ça, c'était une fonctionnalité premium. Et donc, il faut le prévoir dans le plan de la SNCB. Comment est-ce que j'ai un peu contourné cela? En tant que partenaire, j'ai un environnement Azure que je peux utiliser. Et c'est là que j'ai pris l'option de linker mon application Power Apps avec le flow, avec ce flow-là. Et ce flow va faire appel au service Azure vision d'ordinateur, c'est-à-dire Computer Vision, qui utilise les services d'intelligence artificielle Azure, et j'utilisais un tiers gratuit. Vous voyez ici le niveau tarifaire. J'utilisais un tiers gratuit pour faire appel justement à cette. Il y a ces deux options, et j'aurais pu aussi utiliser le OCR, mais pour la partie premium. J'espère que ça répond à votre question, Fred. Je pense. Merci beaucoup. Et très bientôt, en vrai ou sur les réseaux. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Donc là, je vais mettre un petit peu de pub, on va dire. Et